Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La première fois que j'ai vu une Peugeot 203, ce n'était pas dans un musée ni dans un film en noir et blanc. C'était derrière un garage, un matin humide, avec cette odeur épaisse de vieux carburant, de graisse rance et de chiffon mouillé qui vous colle au fond de la gorge. La voiture dormait sous une bâche déchirée, et quand on l'a soulevée, il y a eu ce moment bizarre, presque intime. La tôle froide, les chromes piqués, la poussière qui se met à danser comme de la cendre. Sous le capot, un nid d'insectes, des coquilles sèches, un petit tas de feuilles collées par l'huile. Franchement, un truc un peu répugnant, comme si la voiture avait été avalée par le temps et recrachée trop tard. Et pourtant, quand la lumière a accroché sa silhouette, j'ai compris. Pas j'ai deviné. J'ai compris d'un coup, cette ligne, cette face tranquille, cette présence. C'était une promesse, celle d'une France qui voulait redevenir normale, mais qui n'avait pas du tout les moyens d'être normale. Alors oui, si vous êtes là pour la Peugeot 203, vous êtes exactement au bon endroit, et si vous pensez connaître son histoire, attendez. Parce que la 203 ne commence pas avec une date de catalogue, elle commence avec un ventre vide, une peur sourde, et un pays qui sent encore la fumée froide. On a tendance à raconter les voitures comme des objets. Une cylindrée, une puissance, un style. Mais certaines naissent comme des réponses, pas à un marché, à une urgence. La Peugeot 203, c'est ça. Une réponse roulante à une question simple et brutale que la France se pose après la guerre. Comment reprendre la route, sans tricher avec la réalité? Imaginez la scène. La guerre est finie, mais elle n'a pas vraiment quitté les rues. Les façades ont été ravalées, oui. Sauf que derrière les vitrines, il manque encore des choses. Le quotidien, ce n'est pas le confort, c'est l'astuce. Le quotidien, c'est compter les tickets, compter les kilomètres, compter les boulons. On reconstruit des ponts, on répare des rails, on relance des usines. Et dans tout ça, l'automobile n'est pas un caprice, c'est un outil de travail, un outil de liaison, un outil de survie. Sauf qu'il y a un problème. La France d'après-guerre a faim de mobilité, mais elle n'a ni l'abondance de matières premières, ni le luxe de produire n'importe quoi. Et surtout, elle n'a pas le droit à l'erreur. Il y a d'un côté les toutes petites voitures populaires, celles qui promettent l'essentiel, se déplacer, point. De l'autre, il y a une classe moyenne qui renaît, timidement, mais sûrement. Des familles, des artisans, des représentants, des médecins, de campagne, des patrons de petites boîtes, des gens qui n'ont pas besoin d'un carrosse. Ils ont besoin d'une voiture fiable, capable d'avaler la pluie, la boue, les pavés, les chemins, les démarrages glacés et les journées interminables. Une voiture qui accepte d'être maltraitée sans se venger. Et là, au milieu, Peugeot voit un trou béant. Avant-guerre, la marque sait faire. Elle a des modèles, elle a un nom, elle a une réputation, mais après la tempête, il ne suffit pas de ressortir les anciennes recettes. Les anciennes voitures portent le passé comme une odeur. Elles rappellent ce monde d'avant, celui qui s'est cassé. Or, le pays veut du neuf, pas du neuf clinquant, du neuf utile. Peugeot, c'est Sochaux. Sochaux, c'est une usine, un territoire, une fierté et une cicatrice. Pendant la guerre, l'industrie a été pressée, tordue, pillée, freinée. Après, il faut remettre les machines en ordre, les équipes au travail, les chaînes en rythme. C'est une mécanique humaine. On ne relance pas une usine comme on appuie sur un bouton. On la réveille, on la nourrit, on la soigne. Et surtout, Peugeot ne peut pas se permettre une gamme trop large. Il faut un modèle qui fasse tout, un modèle pilier. Un modèle qui, à lui seul, incarne le retour à la stabilité. Et c'est là que le besoin devient presque psychologique. On n'attend pas juste une voiture, on attend un signe. Ce signe, ce sera une berline familiale, mais pas une petite boîte fragile. Une voiture à taille humaine, oui, mais capable de porter une vie. Une voiture qui peut emmener 3 enfants, des valises,
un panier de pique-nique, et encore avoir assez de souffle pour grimper une côte sans donner l'impression de supplier, une voiture qui peut être élégante sans être arrogante, parce qu'après la guerre, l'arrogance est mal vue. On veut de la dignité, pas de l'ostentation. Et puis, il y a ce détail qu'on oublie souvent, les routes. La France des années 40 n'est pas une carte postale lisse. Les routes sont abîmées, parfois déformées, parfois encore rafistolées. Les trajets sont plus lents, plus longs. Les voitures doivent encaisser. Une voiture trop sophistiquée se brise. Une voiture trop faible s'épuise. Il faut un compromis robuste, un compagnon, pas un bijou. C'est exactement là que la Peugeot 203 va s'installer. Dans le juste milieu. Ce territoire qui paraît banal sur le papier, mais qui, en réalité, décide de la vie quotidienne de millions de gens. Le besoin, à ce moment-là, c'est aussi la confiance. La guerre a appris aux gens une chose. Tout ce qui est fragile finit par casser. Donc on veut du solide. On veut du simple à entretenir. On veut des pièces disponibles. On veut des garages capables de réparer, sans avoir besoin d'un miracle. On veut un moteur qui ne fait pas la diva. Un embrayage qui ne vous punit pas. Une voiture qui démarre quand il pleut, quand il gèle, quand on est pressé, quand on a déjà perdu trop de temps. Et Peugeot le sait, si elle réussit ce pari, elle ne vendra pas seulement une voiture. Elle vendra une réconciliation avec la route. Mais attention, le besoin ne vient pas seulement des familles, il vient aussi de l'État, de l'économie, du prestige discret. Un pays qui reconstruit doit faire circuler ses forces vives. Le commerce reprend. Les marchés se remplissent. Les artisans se déplacent. Les administrations tournent. Les médecins vont de village en village. Les taxis, les utilitaires légers. Tout ce monde réclame un véhicule fiable, produit en quantité, avec une logique industrielle propre. Or, produire en quantité, à cette époque, ce n'est pas une évidence. Les pénuries de matériaux ralentissent tout, les grèves existent, les délais s'allongent, et malgré tout, la demande se serre dans la gorge, comme une impatience collective. Plus on attend, plus l'attente gonfle. Plus l'attente gonfle, plus le premier modèle crédible devient un événement national. C'est ça, la pression invisible. Une pression qui n'est pas sur une affiche publicitaire, mais dans les conversations. Tu as entendu? Peugeot prépare quelque chose. On dit que ce sera moderne. On dit que ce sera une vraie familiale. On dit que ce sera solide comme un outil. Dans ces rumeurs-là, il y a autant d'espoir que de méfiance, parce que l'espoir, après une guerre, est toujours accompagné d'une question. Et si on nous décevait encore? Peugeot doit donc répondre à plusieurs besoins en même temps. Et c'est presque contradictoire. Être moderne, mais pas fragile. Être confortable, mais pas luxueuse. Être assez grande, mais pas gourmande. Être accessible, mais pas cheap. Être exportable, mais pensez d'abord pour la France réelle. C'est là qu'on comprend pourquoi la 203 est devenue une voiture culte. Parce que son culte ne vient pas d'un caprice de collectionneur. Il vient d'un rôle social. Elle n'a pas seulement traversé des routes. Elle a traversé une période où chaque kilomètre avait un poids. Et il y a un autre aspect, plus sombre, presque dérangeant. La France d'après-guerre est un pays où le neuf côtoie le sale. Le progrès n'arrive pas en gants blancs. Il arrive au milieu des ruines, des pneus recollés, des bidons réutilisés, des ateliers qui sentent la sueur et le métal brûlé. La 203 naît dans une ambiance où l'on ne jette rien, où l'on récupère, on répare, on rafistole. Et au début, la voiture elle-même sera confrontée à ça, à une vie rude, parfois crasseuse, parfois brutale. Elle devra accepter d'être une voiture de tous les jours, une voiture qu'on charge trop, qu'on lave pas assez, qu'on fait dormir dehors. C'est presque ironique. On attend d'elle qu'elle symbolise le renouveau, mais on l'envoie directement dans la boue. Et pourtant, c'est précisément ce destin qui la rendra attachante, parce qu'elle va prouver quelque chose de très français. La grandeur ne vient pas toujours du spectaculaire. Parfois, elle vient de l'endurance. Le besoin qui crée la 203, c'est donc une somme de manque. Manque de confort, manque de fiabilité généralisée, manque de mobilité. Stable, manque de certitude, et Peugeot va tenter de transformer ces manques en cahier des charges vivants. À ce stade, la 203 est encore une idée, un projet, un futur nom prononcé à demi-mot. Mais déjà, elle porte une mission. Rendre la France praticable. Et maintenant, imaginez la scène suivante. Dans des bureaux, dans des ateliers,
dans des réunions où l'on parle bas, mais où chaque décision est lourde. Quelqu'un pose une question qui sonne simple. Qu'est-ce qu'on construit exactement? Une voiture? Ou une promesse? Parce que si Peugeot se trompe, elle ne perd pas seulement de l'argent. Elle perd la confiance d'un pays qui ne veut plus être trahi par les objets. La suite, c'est là que l'histoire devient vraiment tendue. Car concevoir la voiture qui doit tout faire, dans une France encore secouée, avec des contraintes industrielles, des pénuries et une attente énorme, c'est comme essayer de fabriquer une montre de précision dans une cave humide, avec des outils incomplets. Et, en plus, tout le monde vous regarde. Et ce qui est fascinant, c'est que la 203 va être pensée non pas comme un simple successeur, mais comme un basculement, une manière nouvelle de construire, une manière nouvelle de dessiner, une manière nouvelle d'imaginer le quotidien. La question, une fois posée, ne vous lâche plus. Comment fabriquer une promesse en acier, quand l'acier lui-même manque, quand les hommes sortent à peine d'années où l'on fabriquait surtout pour survivre? Dans les bureaux d'études, à Sochaux, on ne rêve pas design, comme on le ferait aujourd'hui, avec des moodboards et des slogans. On rêve en colonnes de chiffres, en contraintes, en liste d'ennemis, poids, coût, disponibilité des matériaux, fiabilité, simplicité, d'entretien, capacité de production, et tout au fond, il y a cette peur silencieuse. Sortir une voiture qui casse, qui fuit, qui chauffe, qui fatigue, et voir la France. Dire, voilà, encore une illusion. Alors Peugeot décide quelque chose de radical pour l'époque, quelque chose qui ressemble à un pari de funambule. La 203 ne sera pas un rafistolage du passé. Elle doit incarner une manière plus moderne de concevoir. Et la modernité, là, n'est pas une coquetterie. C'est une stratégie de survie industrielle. Imaginez une carcasse. Une voiture d'avant-guerre, classique, c'est souvent un châssis séparé, une sorte d'épine dorsale sur laquelle on pose la carrosserie. Solide, oui, mais lourde, parfois moins rigide, et surtout pas idéale quand chaque kilo compte, quand chaque tôle doit être justifiée. Pour la 203, l'idée s'impose. Une coque autoporteuse, un corps unique, une structure où la carrosserie et le châssis ne font qu'un. Sur le papier, c'est élégant. Dans la réalité, c'est un cauchemar. Parce que ça exige une précision industrielle, des outillages, des presses, des gabarits, et un contrôle qualité plus sévère. C'est la différence entre assembler et fabriquer au sens moderne. Et dans la France de l'après-guerre, le moindre défaut d'approvisionnement ou de machine se paye cash. C'est là qu'arrive le premier twist, pas spectaculaire, mais terriblement humain. La 203 se construit aussi contre l'impatience. On voudrait la sortir tout de suite? Le pays l'attend. Les concessions voudraient un modèle à exposer. Les clients veulent signer, mais l'usine, elle, doit d'abord se transformer. Et transformer une usine, ce n'est pas un film héroïque, c'est des semaines de réglages, de bruits métalliques, de mains coupées, de mesures aux pieds à coulisses, de pièces rejetées, de jurons étouffés. C'est aussi des équipes qu'il faut reformer, des savoir-faire à reconstituer, une discipline à réinstaller. Pendant ce temps-là, dans les ateliers, les premiers prototypes existent déjà d'une certaine manière, sous forme de silhouettes, de tôles martelées, de pièces uniques. Il y a quelque chose de presque grotesque à ce stade. Une future voiture populaire, conçue à la main comme un objet rare. Une promesse de grande série, née dans l'artisanat forcé. Et puis, il y a le style. Parce que oui, une voiture, même utilitaire, doit parler aux yeux. Mais comment dessiner une voiture d'après, après la guerre, après les privations, sans tomber dans l'arrogance? Peugeot veut une élégance sobre. Une voiture qui n'a pas l'air de se vanter, mais qui n'a pas l'air misérable non plus. La 203 va prendre une silhouette qui, à l'époque, fait presque l'effet d'un changement de climat. Des formes plus arrondies, un flux plus continu, une impression d'aérodynamisme civilisé, comme si la voiture disait « Je ne suis pas une machine de combat, je suis une machine de vie ». Et là, nouvelle tension, l'arrondi, c'est joli. Mais c'est compliqué à presser, à emboutir, à assembler sans défaut. Les surfaces courbes trahissent tout. La moindre irrégularité se voit à la lumière comme une cicatrice. Et la lumière, c'est l'ennemi des compromis. On raconte souvent la naissance d'un modèle
comme une suite de choix. En réalité, c'est une suite de renoncements intelligents. Pour la 203, chaque ligne, chaque renfort, chaque pli de tôle est un compromis entre le rêve d'ingénieur et la brutalité des chaînes. Et au cœur de la bête, le moteur. Peugeot sait que le moteur n'a pas le droit d'être un artiste. Il doit être un paysan, robuste, endurant, pas capricieux, capable de fonctionner même si l'entretien n'est pas parfait, même si l'essence n'est pas toujours idéale, même si la voiture roule chargée, même si elle doit grimper des côtes tous les jours. Mais il y a un piège. Faire simple ne veut pas dire faire archaïque. Les ingénieurs veulent quelque chose de plus moderne que les mécaniques d'hier, sans tomber dans la sophistication fragile. C'est une gymnastique mentale, modernisée sans compliquer. Vous pouvez presque sentir l'ambiance dans un bureau d'études quand quelqu'un propose une solution un peu trop audacieuse. On ne dit pas « c'est nul ». On dit « et si le client n'a pas la pièce ? Et si le garagiste de village n'a pas l'outil ? Et si, dans 5 ans, on n'arrive plus à suivre ?» La 203 doit être réparable dans la vraie vie, pas dans un laboratoire. Alors la conception avance comme un thriller industriel. On teste, on casse, on recommence. Et quand je dis « on casse », ce n'est pas une métaphore. On casse des pièces sur banc, on tord des trains roulants, on chauffe, on refroidit, on secoue, on laisse vibrer jusqu'à la fatigue. Dans ces tests, il y a quelque chose de cruel. On maltraite volontairement ce qu'on veut aimer, comme si on devait l'humilier avant de l'adopter. Et il y a des images qui collent à cette époque. Un prototype qui ressort d'un essai sur route avec des moustaches debout jusqu'au toit, des ouvriers qui tapent sur une porte pour vérifier un bruit, un ingénieur qui colle l'oreille contre une tôle comme un médecin contre un thorax. Et parfois, oui, des odeurs. Celle de la peinture fraîche, celle des solvants, celle du métal chauffé, et cette odeur un peu acide, des batteries et des huiles. La 203, pendant sa gestation, vit un autre paradoxe. Elle doit être produite en masse, mais elle est conçue comme une voiture qui doit durer longtemps. Or, l'industrie adore vendre du neuf. La logique commerciale, souvent, aime le remplacement, mais la France de l'époque n'est pas dans le remplacement. Elle est dans la durée, et Peugeot le comprend. Si la 203 est réputée increvable, elle deviendra plus qu'un produit. Elle deviendra un choix rationnel, presque moral. Acheter une voiture fiable, c'est refuser le gaspillage, c'est refuser la trahison. À mesure que la voiture prend forme, la pression se déplace. Ce n'est plus seulement « est-ce qu'on peut la concevoir ?» C'est « est-ce qu'on peut la fabriquer au bon rythme ?» Parce qu'une voiture excellente, produite à trop faible cadence, devient une frustration nationale. Et une frustration nationale, c'est une rumeur toxique. Ils promettent, mais ils livrent pas. Alors viennent les questions d'industrialisation. La chaîne, les outils, les fournisseurs. Chaque fournisseur est un maillon. Et un maillon, à cette époque, peut casser facilement. Un lot d'acier qui arrive en retard. Une grève chez un sous-traitant. Un outillage qui s'use trop vite. Et toute la cadence se dérègle. Peugeot doit donc verrouiller une nouvelle discipline. Standardiser sans rendre la voiture médiocre. C'est là que la 203 devient presque un symbole de méthode. Elle n'est pas seulement une voiture, elle est une leçon d'organisation. Et puis, il y a la question du ressenti, la tenue de route, le confort, le bruit. Dans une France qui sort de la peur, le silence dans une voiture est un luxe psychologique. Le confort de suspension n'est pas un caprice. C'est une façon de dire que la vie redevient douce. Même la fermeture d'une portière compte. Si elle claque creux, elle donne l'impression de fragilité. Si elle ferme avec un son net, elle rassure. Les ingénieurs de la 203 travaillent donc aussi sur l'invisible. Les vibrations, les résonances, les bruits parasites. C'est un monde de détails, où l'on gagne la confiance avec des choses minuscules, un joint, un renfort, un réglage, et soudain la voiture paraît bien née. Mais le twist le plus cruel, c'est celui-ci. Au moment où le projet se solidifie, il devient un secret à protéger. Parce que dans l'industrie, la concurrence écoute. On observe les prototypes, on devine les dimensions, on espionne les innovations. À cette époque, les secrets techniques ont une saveur presque militaire. Et Peugeot, qui veut frapper juste, doit éviter que la 203 soit copiée dans l'esprit avant même d'être vendue. Donc on camoufle, on cache, on limite les regards.
Des prototypes roulent parfois avec des astuces, des panneaux, des bricolages pour brouiller les pistes. Et il y a quelque chose de cinématographique. Une voiture qui doit devenir familière au pays, mais qui, avant sa naissance officielle, est traitée comme un clandestin. En coulisses, on prépare aussi la voiture à être déclinable, parce qu'un modèle pilier doit pouvoir vivre plusieurs vies. Berline, familiale, commerciale. La conception intègre déjà cette idée. La 203 ne doit pas être un feu de paille. Elle doit être une base. Et là, la tension dramatique monte parce qu'un projet industriel, quand il arrive à ce stade, commence à coûter très cher. C'est le moment où l'on ne peut plus reculer facilement. Les outillages sont lancés, les choix sont figés, la stratégie s'engage. Si une erreur majeure existe, elle ne sera plus une simple correction. Elle deviendra un scandale. Vous voulez une image choc? Imaginez ceci, des centaines, puis des milliers de pièces identiques qui sortent, parfaitement répétées, et si l'une d'elles, une seule, est mal conçue, si elle fatigue trop tôt, si elle casse partout. La série transforme le petit défaut en catastrophe nationale. La production de masse n'amplifie pas seulement la réussite, elle amplifie l'échec. C'est pour ça que la 203 est testée, retestée, torturée, et c'est pour ça que sa naissance est plus longue qu'on ne l'imagine. On n'accouche pas d'une voiture comme on sort un dessin. On accouche d'une chaîne, d'un réseau, d'un standard, d'un futur stock de pièces, d'un savoir-faire de garage, d'une image de marque. Au moment où la voiture approche de sa mise sur le marché, il y a cette sensation étrange dans une entreprise. L'objet vous échappe. Jusqu'ici, la 203 était un secret, un chantier, un combat interne. Et soudain, elle va devenir publique. Elle va appartenir aux gens, elle va être jugée par des regards fatigués, exigeants, parfois injustes. Et c'est là que Peugeot doit faire une dernière chose pendant la création. Rendre la 203 lisible. Une voiture peut être bonne, mais si elle ne se comprend pas visuellement, si elle ne rassure pas au premier coup d'œil, elle perd déjà une bataille. La 203 doit dire « Je suis sérieuse ». Elle doit dire « Je suis faite pour durer ». Elle doit dire « Je suis assez moderne pour l'avenir, assez simple pour la réalité ». Quand les premières vraies voitures sortent, prêtes à être livrées, il se passe un phénomène presque universel. Ceux qui les ont conçus les regardent comme on regarde un enfant qu'on envoie à l'école. On se demande, est-ce qu'il saura se défendre? Est-ce qu'il tiendra? Est-ce qu'il sera aimé? Et dans l'ombre, un autre enjeu grandit. Le marché, parce que le marché, lui, n'a aucune pitié. Il ne se soucie pas des nuits blanches des ingénieurs, ni des mains abîmées des ouvriers. Il ne retient qu'une chose. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça justifie l'attente? La 203 va être lâchée dans une France qui n'a pas l'habitude de pardonner aux objets qui promettent trop. Elle va être reçue par des familles qui ont économisé, par des professionnels qui ont besoin de rentabilité, par des routes qui ne font aucun cadeau. Elle va être comparée, critiquée, idolâtrée ou rejetée. Et c'est précisément là que l'histoire se retourne. Ce qui a été conçu comme une solution rationnelle va commencer à produire de l'affect. Parce qu'une voiture fiable, quand tout le reste est incertain, finit par devenir plus qu'un outil. Elle devient un repère. Quand la Peugeot 203 arrive enfin dans le monde réel, elle ne se contente pas de sortir. Elle débarque, comme un objet attendu depuis trop longtemps, dont on a parlé sans l'avoir vu, comme une rumeur qui prend cher, et à l'instant où les premières voitures apparaissent devant les concessions, un phénomène étrange se produit. Les gens ne regardent pas seulement une auto. Ils regardent leur propre avenir, compressé dans une silhouette métallique. Dans les vitrines, les chromes attrapent la lumière. Sur les trottoirs, les passants ralentissent et on entend les mêmes phrases, chuchotées comme si elles avaient peur de se tromper. C'est donc ça. Elle a l'air sérieuse. Elle est grande quand même. Tu crois qu'elle tiendra? La 203 est vendue comme une voiture familiale, mais elle est perçue comme une garantie. Or, une garantie, ça attire et ça inquiète. Parce qu'acheter une 203, ce n'est pas juste sortir de l'argent. C'est mettre ses économies dans un objet qu'on doit croire capable. D'être fidèle pendant des années, une sorte de mariage mécanique. Et la France d'alors, encore pleine de cicatrices, a un rapport brutal à la fidélité. Quand quelque chose vous lâche,
vous ne le prenez pas comme un incident, vous le prenez comme une trahison. Au début, la demande est telle que la voiture semble presque rare, et cette rareté crée une tension très particulière. Le désir se transforme en jalousie. Ceux qui l'obtiennent ont l'air privilégiés. Ceux qui attendent se mettent à scruter les plaques, à compter les exemplaires, à juger les propriétaires. Et ça donne à la 203 une aura que Peugeot n'a même pas besoin d'inventer. Elle existe parce que le pays veut avancer, et que la voiture est littéralement un ticket pour avancer. Mais ce qui décide réellement du destin d'une voiture, ce ne sont pas les regards, ce sont les kilomètres. Et là, la 203 entre dans sa vraie vie. Une vie pas glamour, une vie qui sent le froid du matin, le tabac, le pain, la pluie, la boue, la poussière d'été, les routes de traverse. On la voit partout où la France se remet debout. Un représentant de commerce la charge jusqu'au toit. Valise de catalogue, échantillon, caisse à outils. Il démarre tôt, rentre tard, roule sur des routes déformées. La 203 encaisse. Un médecin de campagne y laisse en permanence une couverture, un sac, parfois une odeur de désinfectant. Il doit arriver vite, parfois de nuit. La 203 encaisse. Un artisan y empile des planches, des tuyaux, des bidons. La voiture est plus lourde que prévu. La 203 encaisse. Une famille, un dimanche, met 3 enfants à l'arrière, un chien entre les jambes, un panier qui fuit un peu, des bouteilles qui s'entrechoquent. Et la moitié de la maison dans le coffre, la 203 encaisse. Et c'est là que la magie, la vraie, commence. Parce que dans une époque où tant de choses sont fragiles, la voiture se met à durer. Elle ne devient pas immortelle, non. Elle a ses caprices, ses limites, ses pièces qui s'usent comme toutes les voitures, mais elle installe une réputation, celle d'un objet qui ne vous humilie pas. Et le bouche à oreille, dans ces années-là, est une force violente. Plus violent que n'importe quelle publicité, parce qu'il est concret. Il est raconté avec des mains, avec des yeux, avec des histoires. Mon cousin en a une, il a fait tant de kilomètres. Le gars du village a une 203, il n'a jamais été planté. Le taxi, à la gare, il roule en 203 depuis des années. Et puis il y a les scènes qui marquent. Une 203 arrêtée sur le bas-côté, capot ouvert, des hommes penchés, oui, mais pas avec. La panique d'un objet incompréhensible, avec la familiarité d'un truc qu'on peut dompter, un carburateur qu'on ajuste, une durite qu'on resserre, un fil qu'on reconnecte. La voiture n'est pas un mystère. Elle est un compagnon qu'on peut soigner. La 203, très vite, devient une voiture d'usage intensif, et c'est là que le récit se charge d'une tension presque cinématographique. Plus on lui en demande, plus on l'aime, parce qu'elle répond, parce qu'elle tient. Mais voici le twist qui surprend. Cette célébrité ne vient pas seulement de la robustesse. Elle vient d'un contraste social. La 203, c'est la voiture qui se trouve pile à l'endroit où les Français veulent se reconnaître. Pas dans l'extrême pauvreté, pas dans l'extrême luxe. Dans cette dignité du bien faire, une voiture correcte, bien construite, avec une forme d'élégance tranquille. On pourrait croire que ça la rend banale. En réalité, ça la rend universelle. Et l'universel, quand il s'incarne dans un objet, devient culte. Le marché, lui, réagit comme un animal. Il teste, il mord, il adopte. Les premiers acheteurs sont souvent prudents. Ils observent la consommation, la facilité d'entretien, la tenue sur route. Et quand les retours sont bons, la digue cède. La 203 devient un objectif. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle devient aussi une voiture de statut. Mais un statut particulier. Pas celui qui crie « Regardez, moi ». Plutôt celui qui murmure « J'ai fait un choix solide ». Dans une France où l'ostentation peut être mal vue, c'est un langage parfait. Et puis, au fil des années, la 203 se met à apparaître dans des scènes de vie qui la transforment en personnage. On la voit devant les cafés, avec la buée sur les vitres l'hiver. On la voit devant les mariages, décorée de rubans, un peu maladroitement. On la voit devant les écoles, les parents qui attendent, la voiture au ralenti. On la voit sur les marchés, coffre ouvert, odeur de légumes, de fromage, de sacs en toile. On la voit sur les routes de vacances, chargée comme un animal de bas, et pourtant déterminée. Et il y a une autre dimension. La 203 devient célèbre parce qu'elle voyage, pas seulement en France. Elle prend la route vers d'autres pays, d'autres climats,
d'autres usages. Là encore, elle accumule des histoires. La voiture européenne qui supporte la chaleur, la poussière, les routes mauvaises. Et chaque histoire qui revient en France ajoute une couche à sa légende. Elle est allée là-bas, et elle est revenue. Mais la célébrité d'une voiture a toujours un côté sombre. Parce qu'être partout, c'est être exposé. À la critique, aux accidents, à l'usure, et surtout aux gens qui la traitent mal. La 203 devient parfois une voiture qu'on pousse au-delà de sa vocation. Surcharge permanente, entretien négligé, conduite brutale. Et c'est là qu'on voit sa vraie nature. Elle ne pardonne pas tout, non. Mais elle encaisse assez pour que le propriétaire ait le temps de comprendre. Elle vous avertit, plus qu'elle ne vous punit. Elle tombe moins souvent en panne, catastrophique, que beaucoup de voitures de l'époque. Et ça, pour un pays entier, c'est comme découvrir qu'un objet peut être loyal. Au fil des années, elle se normalise. Elle n'est plus une rumeur. Elle devient une présence quotidienne. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à devenir mythique. Quand vous la voyez tellement que vous ne la voyez plus, jusqu'au jour où elle disparaît. Mais avant de disparaître, la 203 vit son âge d'or social. Elle devient la voiture de la France qui reconstruit, travaille et commence à se permettre des plaisirs modestes. Elle est là quand les routes s'améliorent. Elle est là quand les trajets s'allongent. Elle est là quand le pays s'ouvre à nouveau au tourisme intérieur. Elle devient la monture des départs en vacances, des retours tardifs, des déménagements. Et tout ça crée un attachement qui dépasse la technique, parce que ce n'est pas la 203 qui est culte en tant que bloc métallique. C'est la 203 en tant que témoin. Elle a été là quand les gens ont recommencé à vivre. Et il y a un moment presque cruel, un moment où la voiture gagne sa place dans la mémoire collective, quand elle devient une référence de comparaison. On entend des phrases comme « ça, c'était solide », comme une 203. Avant, au moins, les voitures tenaient « la 203, elle, ne te lâchez pas ». Quand une voiture devient une métaphore, elle cesse d'être seulement une voiture, elle devient une unité de mesure émotionnelle, et c'est là que son statut culte prend racine en France, parce qu'elle incarne une époque où l'on avait peu, mais où l'on construisait du durable. Et cette idée, aujourd'hui encore, touche un air sensible. On vit dans un monde où l'on jette vite. La 203 rappelle un monde où l'on gardait, où l'on réparait, où l'on transmettait, où une voiture pouvait passer de père en fils. Pas comme un objet de luxe, mais comme un outil chargé de souvenirs. Et puis, twist final de cette partie, la 203 n'a pas seulement été aimée, elle a été appropriée. Les gens l'ont modifiée, adaptée, transformée. Certains l'ont utilisée comme utilitaire, d'autres comme taxi, d'autres comme voiture de route. Elle a eu des vies multiples, parfois contradictoires. Elle a été la voiture du sérieux et, dans d'autres mains, la voiture des escapades. C'est ça, sa célébrité. Elle n'a pas imposé une identité rigide. Elle a laissé les Français y inscrire leur propre histoire. Et quand une voiture accepte de porter des histoires sans les effacer, elle devient un mythe doux, un mythe qui ne brille pas, mais qui reste. La Peugeot 203 finit par faire une chose que très peu d'objets réussissent. Elle traverse son époque, et elle laisse derrière elle une manière d'être. Pas juste un souvenir, une méthode, une trace. Et c'est là, paradoxalement, que son héritage devient le plus spectaculaire. Justement parce qu'il n'est pas spectaculaire au premier regard. Quand la 203 s'installe durablement dans les rues françaises, ce n'est plus seulement une voiture qui roule, c'est une référence industrielle, une preuve qu'une marque française peut produire, avec rigueur, un modèle cohérent, moderne, endurant, et le faire à une échelle qui change la vie quotidienne. Et ce point-là, il est essentiel. La 203 ne se contente pas de satisfaire une demande, elle rééduque l'idée même de ce qu'une voiture normale peut être. Son premier héritage, c'est la structure. Cette logique de carrosserie autoporteuse, cette manière de penser l'ensemble comme un corps. Aujourd'hui, ça paraît évident. À l'époque, c'était une marche vers une automobile plus rationnelle, plus rigide, souvent plus légère à performance comparable et surtout plus moderne. Dans la façon de gérer la production en série. En mettant cette architecture au cœur d'une voiture qui devait être populaire, Peugeot ancre une idée. La modernité ne doit pas rester réservée aux voitures d'élite. Elle peut descendre dans la rue. Son deuxième héritage,
plus discret mais décisif, c'est l'équilibre. La 203 enseigne à Peugeot et à son public une sorte de philosophie. La performance pure n'est pas la seule voie, l'apparence pure non plus. Ce qui compte, c'est la cohérence, une voiture qui fait bien tout ce qu'elle promet. Ce concept de cohérence devient une arme durable. Quand on sait construire cohérent, on sait construire pour longtemps. Mais attention, l'héritage ne se mesure pas qu'en ingénierie. Il se mesure aussi en comportement, en habitude, en réflexe. Avec la 203, une génération entière apprend à vivre avec un objet technique qui ne demande pas une foi aveugle. On apprend que la mécanique peut être comprise, entretenue, respectée. On apprend la routine, vérifier, graisser, écouter. Et ce rapport-là, presque domestique, est une part de la culture automobile française. La 203 n'est pas une voiture jetable. Elle invite à la continuité, à la transmission. Et c'est ici que le récit prend une couleur plus profonde. Parce que l'héritage de la 203, c'est aussi l'héritage de la réparation. Une France qui, longtemps, a valorisé le fait de faire durer. Cette mentalité ne vient pas seulement des ménages, elle vient aussi des objets qu'on leur propose. Si une voiture est conçue pour être réparée, elle crée un écosystème. Des garages, des pièces, des compétences, des métiers. Et la 203 participe à nourrir tout ça. Elle rend le réseau vivant. On pourrait croire que c'est un détail. Ce n'en est pas un. Dans un pays qui se reconstruit, chaque atelier qui tourne, chaque garagiste qui travaille, chaque fournisseur qui fournit, c'est une parcelle de stabilité économique. La 203, en occupant les routes, occupe aussi les mains, elle donne du travail. Elle stabilise une filière, puis il y a un héritage presque psychologique. La 203 installe une image de Peugeot comme marque de sérieux, une marque qui ne fait pas de promesses folles, mais qui tient ses promesses. Et cette image-là devient un capital qui ne se voit pas dans les brochures, mais qui se transmet dans les phrases « Prends une Peugeot, c'est solide ». Cette phrase, même si elle change de forme, même si elle est parfois contestée, a trouvé une source dans des modèles comme la 203. Elle a été un bâtisseur d'identité. Mais voilà le twist. L'héritage le plus puissant de la 203 n'est pas seulement chez Peugeot. Il est dans la mémoire collective, comme un repère moral. Quand les gens parlent de la 203 aujourd'hui, ils ne parlent pas seulement d'un volant fin et de chrome. Ils parlent d'un temps où l'on faisait des objets pour durer. D'un temps où l'on avait moins de gadgets, mais plus de matière. C'est une nostalgie, oui, mais une nostalgie active, qui critique le présent. Et ça, c'est une force culturelle énorme. Un objet du passé qui sert à juger le présent. Et c'est pour ça que la 203 est culte en France. Pas parce qu'elle est la plus rare, pas parce qu'elle est la plus rapide, pas parce qu'elle est la plus extravagante, parce qu'elle symbolise un idéal français très profond. La dignité par la solidité. La 203 laisse aussi un héritage dans le langage visuel. Sa silhouette, ses proportions, sa manière d'être élégante sans être agressive, vont influencer une attente du public. Une Peugeot doit avoir une présence posée. Même quand la marque évolue, elle garde souvent ce fil invisible. L'idée d'une voiture bien élevée, la 203 a participé à écrire ce ton. Et puis, il y a la dimension internationale, une autre couche de l'héritage. Quand une voiture française se montre capable d'affronter des conditions diverses, elle renforce l'idée que la France industrielle peut exporter autre chose que du charme. Elle peut exporter de la robustesse. Et ça compte, parce que dans l'imaginaire mondial, la France est parfois enfermée dans l'image du style. La 203, elle, ajoute une autre couleur, la fiabilité utile. Mais l'héritage d'une voiture ne se mesure pas seulement à ce qu'elle a donné, il se mesure à ce qu'elle a empêché. Et là, on touche quelque chose de plus dramatique. La 203, en réussissant, empêche Peugeot de se perdre. Elle donne un socle financier, un socle d'image, un socle de méthode qui permet à la marque de préparer la suite. Sans ce socle, l'histoire de Peugeot au milieu du XXe siècle n'aurait pas la même stabilité. La 203 est un pilier, au sens presque architectural. Si vous l'enlevez, une partie du bâtiment tremble. Et dans la culture populaire, elle devient un objet de mémoire. On la voit dans des photos de famille, dans des films, dans des récits de vacances. Elle devient le décor roulant d'un pays qui s'est remis debout. Elle a transporté des naissances, des départs, des retours, des amours,
des disputes, des silences. Et c'est là que l'héritage dépasse l'industrie. Quand une voiture devient une boîte à souvenirs, aujourd'hui, quand on croise une 203, on ressent souvent un choc doux. La taille paraît modeste, la ligne paraît simple, mais il y a une densité émotionnelle. On n'a pas l'impression de voir une vieille voiture. On a l'impression de voir une époque en mouvement. Et ça, c'est rare. Beaucoup de voitures vieillissent comme des objets. La 203 vieillit comme un témoin. Son héritage, enfin, c'est ce qu'elle inspire. Les restaurations, les clubs, les rassemblements, les discussions interminables autour d'un détail de finition, d'une pièce introuvable, d'un bruit moteur qu'on reconnaît. Elle vit dans une communauté, et une voiture qui vit dans une communauté n'est plus un produit. Elle est une culture. Si vous deviez retenir une image, gardez celle-ci. Une 203 sur une route de campagne. La lumière de fin d'après-midi qui glisse sur la tôle, et à l'intérieur, pas seulement des passagers, mais des années. Des années de travail, de reconquête, de petites victoires. Et quand elle passe, ce n'est pas juste un bruit de moteur ancien, c'est un murmure. On a tenu,